Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Live du samedi live bien sûr. Une émission spéciale avec des hommes qui vont venir nous expliquer un projet, je dirais inédit sans doute, puisque ça ne rentre peut-être pas dans l'air du temps où tout le monde veut dialoguer. Eux, ils ont convenu qu'il faudra exclure Denis Sassou Nguesso de la transition qui devrait arriver. Il s'agit donc, mesdames, messieurs, d'un projet qui s'intitule Impératif d'une transition politique au Congo-Brazzaville, sans Denis Sassou Nguesso, porté par des hommes. Cette initiative a eu sa première assemblée générale ou encore sa première réunion. Ça s'est passé le samedi dernier, 27 octobre, à Paris. Nous allons revenir sur l'état d'esprit des hommes et des femmes qui animent ce projet et surtout pour comprendre pourquoi aujourd'hui, alors qu'on parle du dialogue à la mairie, on parle du dialogue à la Sassou, eux décident de pouvoir s'exclure en proposant une nouvelle démarche qui, elle, devrait exclure à son tour Denis Sassou Nguesso et son système. Mes invités, mesdames et messieurs, vous les voyez sur ce plateau. D'abord, monsieur Wilfried Dandou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Wilfried Dandou. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire général de l'ACSCB, qui est donc une association de la diaspora ici à Paris. C'est bien ça, oui. Voilà, on a bien compris. Donc Jean-Cyriac Babella, bonjour. Bonjour. Merci Jean-Cyriac, alors c'est pour la première fois avec M. Dandou que vous venez sur les plateaux de Ziana TV. Ça nous permet nous aussi d'avoir de nouveaux visages. Au moins vous ne direz pas qu'on ressent toujours les mêmes. Et aujourd'hui vous avez des nouveaux visages. Donc Jean-Cyriac Babella, vous êtes un citoyen engagé, vous êtes cadre d'administration publique, mais citoyen engagé avant tout. Et c'est au nom de cet engagement que vous êtes là aujourd'hui. C'est bien dit, Sir Marcos. Voilà, donc à vos côtés, un homme que tous connaissent quasiment, puisque lui est habitué des plateaux de Ziana TV, Alexis Richard Miaïkou, bonjour. Bonjour, Sir. Alexis Richard Miaïkou, je rappelle donc que vous êtes ancien conseiller du Premier ministre de la Transition André Milongo, et vous êtes aussi ancien parlementaire. Sur la place parisienne, vous animez pas mal d'espace, on vous voit un peu partout, et pourtant vous avez décidé de vous engager dans un nouveau projet. Alors, Alexis Miaïkou, qu'est-ce que c'est ce projet qui décide en soi alors que tout le monde est plus ou moins dans un esprit d'unanimité, tout le monde est plus ou moins conciliant? Vous initiez avec d'autres bien sûr une démarche avec une appellation un peu particulière, impératif d'une transition politique en Brazzaville sans Sassou et son système. Merci Sir. Il est effectivement nécessaire de préciser que l'actualité congolaise, à mon avis et à l'avis de tous ceux qui composent le projet, a consisté à orienter le débat national autour de deux principaux problèmes qui sont l'élection présidentielle de 2021 et oui, c'est archaïque, et le projet de dialogue inclusif ou pas. Alors nous pensons que ces deux options sont des options qui permettent l'ancrage du régime et du système Sassou Nguesso. Pourquoi nous le disons? Bien de raisons l'expliquent, parce que tout le monde connaît les difficultés d'une élection libre et transparente. Tout le monde connaît aussi les tenants et les aboutissants d'un dialogue qui se conclut automatiquement par le fait qu'on dit les gens vont dialoguer, mais ils donneront les résultats à Sassou Nguesso qui va choisir. Voilà pourquoi nous avons eu à cœur d'autres problématiques. Le premier problème qui nous préoccupe à travers ce projet, c'est de travailler en amont du changement et en aval du changement. En amont du changement, nous constatons que le peuple congolais a des attentes. Le peuple congolais, aujourd'hui, et les résistants congolais se battent pour que Sassou dégage. Et pour que Sassou dégage, il faut motiver le peuple congolais. Il faut le motiver, il faut lui donner des raisons de se lever, des raisons de combattre. Première partie de notre souci, les raisons auxquelles, les vraies raisons sont celles qui peuvent vaincre la notion du tribalisme, celle de la recherche du consensus, pour qu'aujourd'hui, en se battant pour le départ de Sassou Nguesso, que nous puissions nous tenir la main dans la main entre ceux qui croient nécessairement que la refondation du Congo est possible. Ensuite, changer le Sassou Nguesso ne suffira pas. Il s'agit de changer un système. Et pour avoir toutes les chances pour le changer, ce système-là, il faut y réfléchir, il faut y penser. On doit sortir de l'improvisation, on doit cultiver une autre démarche qui consiste à dire nous savons ce que nous voulons que le Congo fasse au départ de Sassou Nguesso, nous avons l'assurance que nous pouvons rassurer les Congolais, ceux qui partagent le pouvoir aujourd'hui avec le système,
Ceux également qui ont peur, qui ont la crainte, la peur du lendemain, nous voulons les assurer. Donc c'est un projet qui est un outil nouveau de combat, qui intègre la dynamique de la résistance, qui n'est pas autre chose qu'une facette du combat que nous menons pour libérer le Congo, c'est-à-dire pour le départ de Sassou Nguesso. Et c'est une facette qui propose cette fois-ci d'aller plus loin, de mobiliser plus large, de construire des consensus pour que tous ensemble, nous puissions vaincre le mal dans l'unité, dans la concorde et peut-être dans le progrès de tous. Alors, quand on vous entend, Alexis Ayukou, on entend donc une nouvelle facette du combat, un nouvel outil pour faire partir Denis Sassou Nguesso. Alors, déjà, pour vous, Jean-Cyril Pabella, qu'est-ce qui vous fait rentrer dans ce type de projet ou dans ce projet? Merci, Sir Makosso. En fait, ce qui suscite mon adhésion à ce type de projet, c'est la nature même on va dire, du combat qu'on souhaiterait mener. Le diagnostic qui a été fait, c'est que le peuple congolais a souffert pendant des années. Il y a eu des blessures profondes, mais malheureusement, en fait, ces blessures n'ont jamais été prises en compte par les gouvernants actuels. Alors, la nouveauté, elle est où? Elle est que, en mettant en place une transition, elle serait qualifiée de réparatrice. C'est-à-dire qu'on va réparer toutes les, j'ai envie de dire, les blessures, les meurtrissures, enfin bref, il faut redonner confiance aux Congolais. Je vais essayer de m'étendre un tout petit peu sur un point. Depuis une bonne vingtaine d'années, les hommes politiques nous ont plus servi, en fait, la guerre. Ils nous ont servi la misère. Alors, qu'est-ce qu'il en serait finalement de l'avenir du combat politique si on ne rétablit pas les choses, si on ne répare pas toutes ces meurtrissures, pardon. Voilà pourquoi effectivement j'ai adhéré à cette idée de transition réparatrice. Voilà, une transition réparatrice, Wilfried Ndondou, et pour cela, sans doute, sans Denis Sassou Nguesso, vous rentrez dans cette démarche aussi avec cette conviction, ou bien vous vous dites, finalement, ce pays a eu sans doute le tort, pour certains, d'avoir cet homme à la tête du pays, à sa tête, et pourtant la situation n'a pas changé depuis au moins 40 ans. Oui, la situation n'a pas changé. Enfin, disons que nous connaissons tous la situation. Le pays ne va pas bien. Donc il y a des crises partout, crise économique, crise sociale, la crise au niveau de la santé. Et nous avons une gestion du pays qui est chaotique, avec des détournements de fonds publics, des deniers publics, avec de la corruption, avec de l'ethnocentrisme. Et donc, ces faits-là font que l'État et les différentes institutions ne répondent plus ou ne permettent plus de satisfaire les besoins basiques des populations. Les populations sont livrées à elles-mêmes. Et le système aujourd'hui qui est en place, je veux dire que c'est en fait le système de M. Sassou Nguesso. Donc, comment aller vers autre chose si on ne change pas ces institutions? Et changer ces institutions-là veut dire simplement qu'il faudra dégager le système qui est en place pour pouvoir mettre en place un système qui va vers la résolution des problèmes des Congolais et aide les Congolais à vivre ensemble. Donc c'est pour ça que moi j'adhère à ce projet de transition politique réparatrice qui est plutôt une œuvre consensuelle et qui va permettre aux Congolais de se prendre en charge. Donc c'est ma façon, moi, de rentrer dans une logique où je participe, je mets mes compétences au service. Voilà, on a bien compris donc des compétences à mettre au service d'un projet qui aujourd'hui, il faut dire, Alexis Ayukou, si certains ont toujours pensé que Sassou n'avait plus sa place aujourd'hui au Congo, ils n'ont toujours pas dit crier aussi haut, et voir un tel projet aujourd'hui avec une réflexion des hommes et des femmes qui se réunissent pour réfléchir au grand jour, bien sûr, on est là dans une autre démarche. Alors, entre le dialogue et l'élection, vous proposez une troisième voie, donc qui est celle d'une transition réparatrice. Donc, ceux qui l'entendent diraient que c'est une très bonne chose, sauf que pour arriver à une transition, il faut bien qu'on arrive à faire partir des institutions en place. C'est-à-dire qu'il faut bien que le système existant soit balayé. Si Sassou ne pourrait pas être
invités à cette transition, mais comment faire avec le système, à moins que vous nous donniez avant tout la définition de ce système qui accompagne Sassou, qui ne pourrait pas non plus intégrer cette transition réparatrice. Oui, je voudrais vous rassurer tout de suite. Allez-y. Notre combat se fonde sur le départ de Sassou Nguesso. Et comment? Et comment? Habituellement, on évoque plusieurs possibilités. On a attendu que les militaires, par exemple, puissent prendre parti au profit du peuple pour libérer le peuple. Sauf que les militaires ont pris parti pour Sassou. Pour l'instant, on a attendu que le peuple se soulève. On se rend compte qu'il y a des facteurs endogènes de blocage. Pourquoi le peuple ne se soulève pas? Et parfois, on a espéré que le bon Dieu allait récupérer son fils, Sassou Nguesso. Là non plus. Apparemment, Satan préfère le garder sur terre. Alors, ces trois démarches de départ de Sassou Nguesso sont envisageables. Nous travaillons. Et je peux vous garantir que, Sir Makosso, moi, je n'ai jamais été invité à une réunion où les gens sont en train de planifier le départ de Sassou Nguesso. Une réunion publique. Je n'ai pas non plus été jamais invité à Ziana TV venir dire comment on fait pour faire partir Sassou Nguesso. J'imagine que ça relève d'un champ, parce que toute situation comme celle-là suppose des acteurs et des facteurs. Des facteurs endogènes, des facteurs exogènes. Nous pensons qu'on peut faire partir Sassou Nguesso. La voie la plus directe que nous choisissons à travers ce projet, c'est la voie de la conscientisation du peuple congolais. À travers l'esquisse d'un projet possible, à travers, on fait miroiter le possible aux Congolais, parce que nous souhaitons que les Congolais prennent pour acquis que le départ de Sassou Nguesso est le commencement du bonheur. Et en ce moment-là, nous souhaitons meubler donc, nous apportons un argumentaire pour amener le peuple à vaincre la peur, pour que le peuple se donne la volonté de participer au dégagement de Sassou Nguesso. Ça veut dire que si les mamans du marché savent que le départ de Sassou Nguesso, ça veut dire aussi pour eux un espace de liberté contre les tracasseries administratives qui sont entretenues par un régime, je pense qu'elles sont prêtes à se dire, mais tiens, allons-y vers ce système-là. Si les jeunes savent que le départ de Sassou Nguesso, c'est sortir de la servitude volontaire, c'est-à-dire que c'est être capable de trouver des nouveaux opérateurs, des acteurs qui pensent à tous, les jeunes comprendront que leur avenir dépend aussi du départ de ce système. Ainsi de suite, mais je parle plutôt des freins qui bloquent la lutte aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso. Lorsqu'ils sont mochis, ils ont peur. En disant, le lendemain de Sassou s'en va, c'est tous les mochis qui payent. Non. Penser à la transition, c'est de rassurer que nous sommes pour une justice transitionnelle, c'est-à-dire les problèmes qui ont miné le pays devront être analysés, regardés. Il n'y a pas de responsabilité collective. Ceux qui ont fait des fautes payeront de leurs fautes, mais il n'y a pas de responsabilité collective. Et nous ne sommes pas non plus, nous savons que les Congolais, aujourd'hui j'ai regardé, il y a 70 000 fonctionnaires à tout prix. Enfin 65 000 fonctionnaires, plus à peu près 6 000 contractuels. Mais quel que soit le pouvoir qui arrive, devra travailler avec ces gens-là. Nous leur disons, n'ayez pas peur, vous serez là. La seule chose qui va changer, c'est que vous ne travaillerez plus au service d'un individu, mais vous travaillerez pour votre cause. Donc ça veut dire que, il y a Benjamin Tougamani qui avait une belle expression sur cette question. Il y a le point A, faire partir Sassou Nguesso. Le point B, changer la République. Mais les deux points sont liés. Savoir comment faire partir Sassou Nguesso, c'est d'abord meubler la volonté populaire. Et là, nous sommes dans cette phase-là, de meubler la volonté populaire. Le résultat de nos travaux devant permettre la construction des consensus, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, que les gens comprennent quels sont les enjeux de la refondation de la République. Parce qu'ils auront compris cela, nous sommes sûrs et certains que probablement le mur de la dictature va s'effriter parce que certains Congolais qui sont raisonnables vont commencer à comprendre que la meilleure solution pour le Congo, c'est d'agir pour la fin de règne du système Sassou et basculer vers ce qu'on peut appeler la transition. Et c'est le modèle, on l'a vu au Burkina, on l'a vu au Soudan, on l'a vu encore en Algérie. Donc il s'agit aujourd'hui
de créer les conditions psychologiques d'engagement de l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, à la lutte qui nous concerne. Alors, si vous permettez, Alexis Meikou, Jean Cyriac Babila, cette phase de concertation dont évoque Alexis Meikou, elle a déjà été faite, plus ou moins, quand on voit tous ces mouvements de 2015, 2016, qui sont sortis nombreux pour contester, je dirais, ce changement de la Constitution. Et c'était des gens qui sortaient, qui étaient bel et bien conscients. Qu'est-ce qui fait que, peut-être vous le reprendrez, entre 2015 et aujourd'hui, qu'on estime que le peuple n'est pas aussi conscient que le départ de sa société est impératif? Moi, je pense que, après, c'est mon point de vue à moi que j'engage. Hein. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée dans ce nouveau combat que nous voulons mener. Auparavant, certes, il y avait une mobilisation assez monstre de certains hommes de la population, mais malheureusement, en fait, on ne leur a pas montré le bien fondé du changement du système. La plus-value, elle apparaît à quel moment? C'est que nous sommes en train de travailler sur un projet qui va mettre fin à un certain nombre de choses. Il faut expliquer aux Congolais que nous avons des ressources. Il faut effectivement que les projets que nous allons leur proposer, du moins dans la transition, aient un caractère d'équité, chose qu'il n'y a pas auparavant et chose qu'on ne leur avait pas dit. On avait juste dit qu'il fallait que le pouvoir s'en aille un point, un trait. Mais cela ne suffit pas. Il faut agir sur le quotidien des Congolais. Il faut leur rassurer qu'effectivement, il y a un système qui a eu cours depuis plusieurs années, mais avec le départ de ce système, voilà les valeurs que nous allons mettre en avant. Et la première des valeurs, c'est effectivement l'équité. Voilà, donc pour moi, c'est cela la plus-value. Il faut prouver, montrer, travailler sur une expression que j'emprunte de certains hommes politiques, mais il faut un partage égalitaire des ressources. Voilà, c'est cela la nouveauté. Et on ne va pas les exposer là, les groupes vont se constituer, mais pour répondre ponctuellement à votre question, la plus-value du combat que nous avons mené avant et celui-là, voilà, il se démarque par là. Alors, est-ce qu'il faut bien comprendre, Wilfried Dando, que finalement, ce projet en fait, de transition réparatrice, c'est en soi un projet de société? Si on voit très bien cette transition qui va arriver, elle arrivera pour proposer quoi? Aujourd'hui, déjà, on l'entend, par exemple, de l'équité. Oui, enfin, il y a de l'équité, mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que toute société est basée sur des fondements. Donc, dans les principaux, on pourra dire que c'est la sécurité. Il faut que chacun se sente bien chez lui pour pouvoir produire. Donc, de la solidarité, de la justice, du travail, c'est le fondement de la vie, et aussi un État qui sache équilibrer et mettre chacun à sa place. Donc, le système aujourd'hui, donc, justement, donc, est sorti de ce cadre-là. C'est-à-dire que vous avez une structure gouvernementale ou un gouvernement qui travaille dans son coin et les Congolais qui sont livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a les choses, les institutions n'ont plus le rôle qu'ils devaient avoir avant. C'est-à-dire que la sécurité, normalement, vous prenez la police, elle est là pour protéger les gens, mais aujourd'hui, la police au Congo fait autre chose. Vous allez au niveau du système sanitaire, on devait être là pour soigner des gens, vous allez à l'hôpital, c'est de l'argent qui demande. Vous avez la mise en place d'un train qui s'appelle peut-être Gazelle, et aujourd'hui, quand les gens vont pour acheter le billet, ils ne trouvent pas de billets au guichet, mais c'est les mafias qui y a dehors. Donc on est dans une espèce de capharnaüm auquel il faudra remettre de l'ordre. Donc, susciter les gens à venir dans un projet comme celui-ci, c'est refonder un peu la société dans le sens où on emmène un projet ou un cadre sociétal acceptable. Alors, allez, voilà, il nous faut un cadre sociétal acceptable où chaque Congolais puisse trouver sa place et que l'État ou les institutions qui les gouvernent également aient leur place dans le sens où tout le monde puisse vivre. D'accord, on a bien compris. Alors, Alexis Meikou, qu'est-ce qui pourrait convaincre un partisan de Sassou, un partisan de la première heure ou peut-être la dernière heure de Sassou, pour lui dire, mais voilà, vous avez été avec un homme qui n'a pas pu faire grand-chose, désormais, venez avec nous, nous allons vous proposer autre chose, mais sans lui. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cet homme adhère? Qui est censé
accompagner ou être, je dirais, se retrouver dans ce projet? Oui, parce que ça serait surtout sa responsabilité face à l'histoire. Un des axes sur lesquels nous travaillons, par exemple, la justice transitionnelle, consiste à faire le point sur ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été, l'enrichissement illicite et tous les autres. Nous savons qu'en dictature, tout le monde n'est pas forcément coupable en dictature. Nous avons en dictature une sorte de déterminisme dans l'enrichissement illicite où, malgré eux, parfois, ils se sont enrichis. Mais nous considérons que les Congolais qui sont à Brazzaville, qui sont avec le régime Sassou Nguesso, sont des gens honnêtes. Ils n'ont pas envie de condamner pour jamais leur génération, leurs enfants, leur progéniture. Il faut bien qu'ils se rendent compte qu'il y a deux façons. Soit ça va s'arrêter brutalement un jour, parce que ça finira par s'arrêter. La résistance est là pour cela. Ça va se finir par s'arrêter. Mais soit encore qu'ils peuvent choisir le moindre mal en ce qui les concerne, parce qu'ils auront affaire certainement à la justice, certainement que celui qui a construit 10 maisons dans Brazzaville, dont il sait que les origines c'est l'argent de l'État, mais je pense qu'il peut restituer ce qu'il peut restituer à l'État. On peut négocier ça, on n'est pas des bourreaux. On pense que les Congolais peuvent s'asseoir pour dire, bon voilà, ceux qui ont volé doivent restituer. Ils peuvent encourir des sanctions de type qu'on connaît un peu, privation d'un certain nombre de droits, mais on les engage à quoi? On les engage à lutter contre la société On n'est pas une monarchie. On ne se succède pas de père en fils au Congo-Brazzaville. Ils ont intérêt à réfléchir à leur responsabilité historique. Ils ne vont pas continuer à servir quelqu'un qui est en train de finir sa vie. On continue à faire du mal. Et je signale, sire, les Congolais, on est 4 960 000, à peu près 5 millions, comme on dit. Plus de la moitié, enfin près de 60% en moins de 20 ans. Ce qui suppose que ceux qui sont réellement les Congolais adultes, ils sont aux alentours de 2 millions. Et lorsqu'on regarde dans ces 2 millions, lorsqu'on fait le dispatching, les jeunes entre 20 et 40 ans, le chiffre baisse encore. La génération qui fout le pays, qui a condamné le pays depuis quelques années, depuis beaucoup d'années, des décennies, c'est la génération qui est âgée au minimum de 40 ans aujourd'hui et au maximum de l'âge de Sassou ou au-delà. Et donc, ça réduit considérablement. On est à peu près à une masse de 900 000 Congolais qui sont... Et le pouvoir de Sassou Nguesso, il repose sur combien de gens? Il repose sur un bon millier à peine de gens qui gravitent et qui s'enrichissent au détriment de la collectivité, de tout le monde. Donc, leur responsabilité est engagée. Nous disons très bien, il faut le comprendre. Nous sommes dans une démarche de résistance et de départ de Sassou Nguesso. Nous apportons la réflexion pour créer les pistes, créer les consensus. Parmi ceux-là, par exemple, que fait-on de ceux qui ont volé? Nous savons que nous pouvons nous référer à des initiatives pour le recouvrement des avoirs volés. C'est une initiative qui existe entre la Banque mondiale et l'ONU-DC. C'est des dispositifs qui permettent de récupérer la restitution des fonds volés. Mais ces mécanismes, forcément, seront mis en œuvre un jour. Alors, donc nous appelons vraiment les Congolais, les militaires et autres, d'arrêter de soutenir l'insoutenable. C'est un peuple qui souffre, d'arrêter. Certes, on aurait les moyens, je dirais, si on était des guerriers, on irait tout de suite à la guerre pour vaincre Sassou par la guerre. Mais nous ne sommes pas Sassou Nguesso qui prend des pays étrangers pour vaincre les Congolais. Nous sommes les Congolais qui sommes convaincus que le peuple congolais peut régler les problèmes. Ça a été en 63. Yombi est parti parce que le peuple était dehors. Sassou doit partir et que le peuple sera dehors cette fois-ci. Ok, merci Cyril pour effectivement aller dans le sens d'Alexis. Il a parlé de la justice transitionnelle. Il n'y a pas que la justice. Plusieurs ponts de la gestion politique seront abordés. Là, je vais aborder le problème de santé. C'est pour répondre à votre question. Comment faire, comment susciter l'adhésion de tous? Parce que nous allons... On a l'impression qu'il y a certains qui s'y reconnaissent très bien et d'autres qui devraient s'arrêter très loin. Je pense qu'en fait, il faudrait qu'on réfléchisse sur ce qui touche au quotidien les Congolais, parce qu'ils sont las de certaines situations. Je prends en premier la santé. Je pense que tous nous sommes exposés
à ce risque maladie. Aujourd'hui, nous tombons malades, nous n'arrivons pas à nous soigner. Donc l'accès aux soins, rien que pour cette mesure, on va y travailler. D'aucuns vont me dire qu'il existe déjà une sécurité sociale au Congo. J'ai envie de dire oui et non. Elle n'existe pas, elle est encore embryonnaire. Nous allons travailler là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui pourrait susciter l'adhésion de la population. Je vais aller plus loin, toujours sur la santé. Nous sommes 5 millions, a dit Alexis. Personne n'est identifié. Personne n'a un numéro d'identification. On ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. On est certes enregistré, on a un acte de naissance à la naissance, tous nous l'avons. Mais nous ne sommes pas immatriculés. Même les sociétés occidentales ou les sociétés les plus modernes ont cet outil d'identification. On pourrait déjà commencer à le mettre en place. Donc ce serait, on va dire, le début d'une politique de prévoyance, de sécurité sociale qu'on mettrait en place. Vous allez me dire que oui, ça coûte cher et tout. Non, mais il y a des choses simples que l'on peut faire. Le plus gros dans une politique de santé, c'est le financement. Tout à l'heure, j'ai parlé du partage, on a parlé, pardon, du partage égalitaire des ressources. Aucun Congolais n'a profité de ce pétrole qui aujourd'hui nous tue. Et comme le dit, je pense qu'il y a des spécialistes en énergie, d'ici 30, 40, 50 ans, on ne va plus utiliser cette forme d'énergie qui nous a tant gâtés. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas profiter de ce pétrole aux Congolais? Comment? Par le biais d'un mécanisme de redistribution. Pour ce qui concerne la santé, on travaillera, c'est pas acté, mais ce sont des pistes que nous évoquons. On pense que le financement de la sécurité sociale peut être apporté aussi par une participation des recettes pétrolières. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est l'idée même que nous souhaitons travailler pour faire profiter aux Congolais cette ressource qui aujourd'hui nous pourrit la vie. Voilà. Oui, donc sur ce point-là de pourquoi est-ce que les Congolais qui devraient adhérer, d'autres qui se reconnaissent à d'autres bords devraient adhérer à ce système. Parce qu'en fait, c'est, comme je disais, c'est une œuvre, disons, consensuelle que nous mettons en place, où nous appelons tous les Congolais à venir poser, disons que leur cahier de charge, dans le sens où quels sont les problèmes qui nous mettent, et à trouver ensemble des solutions pour que notre société soit plus vivable. Il y a deux points, par exemple, que l'on pourrait ou que l'on a ajouté sur la table des discussions, qu'on ajoutera dans les échanges. Par exemple, la question des ressources. Aujourd'hui, toutes les ressources, disons que sont concentrées dans le main d'un homme qui décide de ce qu'il laisse à la population, de ce qu'il laisse au service public. Mais cette question de la ressource, si on se l'approprie tous, on pourrait s'assurer que chacun a un petit espace de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on n'attendra plus que tel nommé président vienne décider du moment où il va donner de l'argent à la région du Kouilou, du moment où il va donner de l'argent à la région de la Sanga. Les choses seront faites de sorte que, comme dans certains pays où c'est organisé, comme en Espagne, le roi d'Espagne dispose d'un budget qui lui est attribué. Mais jamais vous n'entendrez que le roi d'Espagne a eu des scandales qui touchent au fond de... Parce que c'est maîtrisé, c'est partagé. Donc c'est des pistes que nous mettons sur la table pour la résolution des problèmes. Tout comme également sécuriser un espace de fonctionnement pour la nation congolaise, pour la société congolaise. Aujourd'hui, par exemple, le travail, c'est un grand point, la question du travail au Congo. Créer des mécanismes ou des systèmes pour que les Congolais puissent travailler avec des gens qui sécurisent l'activité économique, sécurisent les entreprises, sécurisent les fonds de fonctionnement, c'est également, même pour les Congolais qui sont d'ailleurs, qui sont d'autres bords, une façon de reconnaître que on sécurise l'avenir de nos enfants, on s'assure que nos enfants pourront travailler au Congo parce que tout simplement, il y a des gens qui sont là, qui étudient les mécanismes de sécurisation des budgets. Donc, c'est des questions que nous mettons sur la table. C'est un projet qui concerne tous les Congolais. C'est pas nécessairement qu'un projet politique, non. C'est un cadre où on va sécuriser le politique, on va sécuriser l'économique, on va sécuriser le citoyen de base.
Vous êtes citoyen, vous n'êtes pas dans des jeux politiques, vous n'avez rien à craindre pour vous exprimer, pour aller vous promener à Oyo, pour aller vous promener à Pointe-Noire, pour aller vous êtes chez vous. Donc, et il faudrait construire ce cadre-là. Voilà, on a bien compris, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas samedi live avec trois invités, Wilfried Dandou, Jean-Cyril Babella et Alexis Richard Miaoukou. Avec eux, nous parlons de cette initiative impérative d'une transition politique au Congo-Brazzaville, son statut et son système. Alexis Miaoukou, d'entrée de jeu, vous avez exclu deux autres voies, donc le dialogue et l'élection, privilégiant donc cette troisième voie qui consiste à une transition réparatrice. Alors, il faut quand même dire que souvent le Congo connaît très bien ses grands messes, notamment le Congo connaît ses transitions. Vous-même, vous avez expérimenté une transition au début des années 90 au Congo. Comment comprendre qu'on arrive à une transition si on n'a pas pris le temps, sinon de pouvoir discuter ou échanger avec d'autres, même ceux que vous allez exclure, puisque ce sont eux qui ont encore les clés, ce sont eux qui ont les informations. Comment ça se passe à il faut ajouter à ce que vous dites, départ de Sassou, transition. Parce que c'est très important. Et la transition, elle n'est pas automatique, il ne s'assoit pas, on n'est pas venu débarquer pour j'en dire... J'en viens. Oui, allez-y. Il y a les travaux que nous menons, la table ronde, avaient deux volets. Pourquoi une transition? Pourquoi c'est impératif? Pourquoi elle doit être réparatrice? Et pourquoi elle doit être sans Sassou Nguesso? Ça, c'est le pourquoi. Et après, il y a le comment. Comment faire pour avoir la transition? Et pour avoir la transition, je vous ai expliqué qu'il faut le départ de Sassou Nguesso. Ce départ de Sassou Nguesso, nous pensons que le peuple, à partir de ce qu'ils ont commencé à expliquer, à partir des travaux que nous allons montrer au peuple, les solutions et le possible, à partir du possible, le peuple peut prendre ses responsabilités. Nous devrons, avec d'autres organisations, essayer de travailler ce sujet-là pour dire comment on fait pour que le peuple agisse. Et c'est à partir de ce moment-là que le peuple souverain réunira les siens. On a vu des exemples du Burkina. Une charte de transition a été menée en 2 semaines avec l'ensemble de la société civile, l'ensemble des forces. À ce moment-là, vous n'appellerez pas ce serait pas un dialogue pour vous. C'est pas un dialogue. Les différentes forces ne viennent pas s'asseoir pour dire comment on va décider de cette transition. En ce moment-là, on est dans une sorte de consensus sur les priorités. Et vous l'obtiendrez comment, ce consensus, Alexis? C'est par une rencontre, par une concertation de forces. Donc, certains appelleraient ça le dialogue. Non. Le dialogue, alors je vais vous donner une différence. Oui, essayez de nous donner parce que c'est très important. On peut aussi user des mots pour essayer de dire la réalité. C'est pourquoi d'ailleurs en français il y a plusieurs mots qui ne disent pas la même chose. En fait, qui représentent, il y a des degrés divers. Je peux vous garantir ceci. Le mal aujourd'hui dans le dialogue qui est proposé, ou qui est comme une sorte de duperie, c'est que, vous avez une situation historique qui n'est pas clarifiée. Vous avez des gens qui sont coupables d'un certain nombre de choses et qui doivent rendre des comptes, qui veulent s'asseoir autour d'une table pour discuter, dialoguer. Or, dialoguer veut dire être deux. Et l'expérience des dialogues, sur le plan international notamment, aboutit toujours à du moitié-moitié, de 50-50. C'est-à-dire dans un dialogue, on concède à l'autre certaines choses, certaines exigences, et on accepte les exigences de l'autre. Les exigences de l'autre. Et dans le cas de figure d'aujourd'hui, ceux qui veulent dialoguer, ça veut dire quoi? Seront-ils capables de demander à Sassou de répondre de ses crimes humains, de ses crimes économiques? Mais vous l'avez fait à la conférence nationale. Mais non, la conférence nationale, c'est pourquoi on parle, nous, d'une autre formule. Serait-il capable de parler des détournements d'argent, des paradis, des Panama Papers? Non. Et c'est pourquoi nous parlons, nous, de son départ. Son départ doit être obtenu. Mais la concertation qui nous préoccuperait, c'est que Sassou Nguesso... Donc vous estimez que le départ de Sassou Nguesso va libérer en fait, les langues? Bien sûr. Bien sûr. D'abord, pour faire... Mais en 1991, Alexis, vous étiez là, vous avez dit les mêmes choses, il était là, cet homme-là. Je peux vous raconter... Ça n'a rien changé. Mais ce qui est même intéressant, oui. Votre observation est pertinente, parce que Sassou Nguesso, en 1991, il avait laissé un gap. La dette extérieure était à 1200 milliards. Il avait laissé les recrutements anarchiques.
50% de la masse salariale a augmenté parce qu'il fallait qu'il parte. Mais on a fait le point. À la conférence nationale, il a eu un acte qui le condamnait à reverser à l'État 1 milliard. Il a eu des actes qui ont montré... Qui n'ont jamais été exécutés. Hein, pour d'autres raisons, je vais vous expliquer. C'est pourquoi nous nous méfions de ce dialogue-là, parce qu'il ne s'agit pas. La conférence nationale, son premier péché, pour avoir été, c'est sa déconnexion de la dynamique populaire. C'est-à-dire, le peuple était là pour exiger la conférence nationale, mais lorsqu'elle s'est déroulée, en revenant à la maison, on avait l'impression, comme des spectateurs d'un match, nous on était les joueurs du match, et le peuple regardait dans les balcons, sur les gradins. Du coup, la conférence nationale s'est enfermée dans une discussion d'élite qui a tout faussé. Parce que la conférence nationale a pris des actes, mais pendant la transition, la moitié de la classe politique avait vite oublié les engagements par rapport à la conférence nationale. Et ils avaient joué le jeu partisan. C'était des contre-alliances, alliances contre nature. Le conseil de transition, à la fin, était minoritaire. Donc, aujourd'hui, si nous parlons d'une concertation responsable, c'est parce que simplement cette concertation, après le départ de Sassou Nguesso, est une concertation de ceux qui partagent l'idéal de progrès du pays. Voilà. Donc, c'est une concertation exclusive. C'est une concertation inclusive. Non. Inclusive parce qu'elle n'écarte personne, sauf ceux qui doivent répondre par la justice. Prenons un cas de figure simple. Allez-y, parce que là, ça commence à... Un cas de figure simple. Le peuple prend ses responsabilités et Sassou Nguesso, demain, se trouve soit je ne sais où, il a fouillé en exil. Le lendemain, vous faites quoi? Vous faites la concertation avec Bouya, avec Jean-Dominique Okema, avec Kiki. Ça traîne à quoi? Non, il y a un système qui est responsable on parle de transition réparatrice, c'est-à-dire qu'il y a un système où il y a des gens qui doivent se mettre à l'écart, répondre de ce qu'ils ont fait. Et ces gens qui doivent se mettre à l'écart, nous ne présumons pas. Nous savons, parce qu'il y a des preuves aujourd'hui de ce qu'ils sont. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans l'appel qu'on lance, on dit non, tout le monde n'est pas coupable. Nous avons plein de gens qui vont participer. Je voulais vous dire, par exemple, lorsque vous regardez les équipes qui travaillent au Congo, ce n'est pas la compétence qui manque. C'est pas la compétence qui manque. C'est faux de le dire. Nous avons plein de gens compétents à mon avis. Alexis, jusque-là, je comprends. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez, je dirais, la concertation responsable qui va précéder la transition. Parce que là, c'est un moment très important, puisque la transition, vous l'avez dit tout à l'heure, elle viendra par les moyens qui seront à ce moment-là disponibles. Mais ce que je voulais bien comprendre, la concertation responsable va impliquer certaines personnes, mais en même temps, comment ce consensus va se faire pour qu'on arrive et qu'on soit sûr que ce qui va être traité dans cette concertation responsable ne sera pas aussi, à un moment donné durant cette transition, il faudra aussi la définir, quelle est sa durée, sera peut-être aussi qu'est-ce qu'on a comme garantie que cette transition ne sera pas en fait une transition à la 91, 92. Vous avez raison, parce que c'est pourquoi nous parlons, nous, des piliers. Le consensus doit se fonder sur les piliers. Lorsque nous parlons des réformes institutionnelles et constitutionnelles, on essaie de voir quels sont les problèmes à gérer inévitablement. D'accord, donc c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Lorsqu'on parle, par exemple, de la justice, on dit, mais comment on fait pour que la justice soit véritablement indépendante? Garantir l'indépendance de la justice. Comment on fait pour que le tribalisme institutionnel soit combattu? On sait que, je peux vous donner un exemple, je vais dire par exemple le recrutement à la fonction publique, c'est des choses qui peuvent se voir. Les problèmes des nominations dans les cabinets des ministres, et tout, ça peut se voir, ça peut se régler ce genre de problème. Mais la concertation va avoir des piliers sur lesquels vont travailler les gens de la transition. Et vous avez raison de dire qu'il faut définir la nature de cette transition. Parce qu'elle sera ça peut être une transition selon la façon dont ça arrive, en fait. Si c'est les militaires qui ont agi, il vous fera avec eux. Et on délimitera les compétences. Mais ce qui est sûr, c'est que cette transition aura un cahier de charge. Nous nous battons aujourd'hui pour que ce cahier de charge soit assez clair en amont. Nous travaillons ça, nous allons 3 mois, 4 mois pour finaliser le projet. Nous souhaitons que tout le monde contribue et que ça soit assez clair et net et que tous les autres partenaires politiques, nous discutons d'ailleurs avec les gens qui sont au Congo dans ce projet-là, et que tout le monde s'en saisisse pour que le jour où ça s'en va, qu'on ne soit pas devant le vide, mais qu'on soit capable de dire, passez un mot, il y a une base de travail,
il y a des équipes à mettre en place, il y a une transition à mettre en place. Cette transition doit avoir des missions précises. Et ces missions précises, pour nous, ce n'est plus seulement les élections. Ces missions précises doivent aller jusque, c'est pourquoi nous parlons de tout ce que nous parlons, doivent aller vers les piliers même de l'ancrage économique et social. Cette transition doit traiter ces problèmes-là. Les problèmes de l'impunité. Avant, on avait laissé ça à la charge du gouvernement issu des élections, ce qui était une erreur. On doit être capable, dans cette transition, de piloter directement toutes ces questions de justice, de vérité et réconciliation. Ça doit se faire et je crois que ça sera un enrichissement d'ensemble. Nous avons ouvert la voie à la réflexion collective. Nous sommes tout à fait ouverts à toutes les propositions qui viennent enrichir cet état d'esprit. Notre objectif, c'est qu'à un moment donné, nous soyons capables de dire voilà le minimum de consensus sur la base desquels, que je sois politique, que je sois société civile, que je sois religieux, sur lesquels on peut travailler. Vous voulez compléter quelque chose Et pour compléter effectivement ce que dit Alexis, tout le monde sera associé, du moins ceux qui le veulent et ceux qui se présenteront, ils seront associés au groupe de travail et à la réflexion. On attend aussi bien les experts que tout le monde sera associé, donc on n'exclut personne. Après, effectivement, la durée de la transition est aussi inscrite à l'ordre du jour. Mais je pense qu'à la base, il faut déjà qu'on se définisse, qu'on mette le contenu, qu'on sache quel contenu nous mettrons à cette transition. Une fois qu'on saura ce qu'on peut faire dans un espace de temps bien limité, on saura effectivement si la transition va durer 1, 2, 3, 4, 5 ans, je n'en sais rien. Ce sont les débats qui vont nous le dire. La différence avec la transition de 91, je pense que la petite erreur, si j'ose le dire, ou ce dont on n'a pas pensé, c'est qu'on s'était vraiment focalisé que sur l'élection du président de la République. Voilà, la transition de 91 avait pour mission première d'organiser des élections et donc voilà. Mais nous, on ne s'arrête pas qu'à l'élection. Si vous voyez bien, effectivement, on parle de la société. Ce que je disais, c'est vraiment un projet de société, là. On est dans un vrai projet de société. Bon, donc dans les fondements, le contrat social. Les fondements qui vont porter une nouvelle société. À partir desquels les hommes politiques demain ne pourront plus laisser ça de côté. C'est-à-dire que l'impunité, par exemple, inscrit autrement, n'importe quel régime après qui gagne une élection ou qui fait quoi que ce soit, devrait s'en référer. Oui. Ça doit être. On a plein de problèmes aujourd'hui qui sont fondatrices du consensus national. C'est-à-dire que les questions, l'ethnocentrisme banni, il y a des questions qui sont en discussion. Est-ce qu'on a besoin des partis politiques? Est-ce qu'on a besoin d'un président fort? Est-ce que les ressources nationales doivent continuer à être gérées telles que ça a été géré jusqu'aujourd'hui? Est-ce que notre organisation administrative, est-ce que les départements tels que ça se passe aujourd'hui? Il y a des tendances qui se dégagent, mais il y a des apports qui viennent, qui nous montrent qu'il faut réhabiliter, par exemple, le pouvoir à la base dans le district. Mais le plus important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, les problèmes qu'on a connus en 91 sont multipliés par 100. Les problèmes de 91 sont aujourd'hui multipliés par 100. Le Sassou Nguesso qu'on a supporté à la conférence nationale était 100 fois moins coupable qu'aujourd'hui. Était, en fait, je vais dire, moins tueur qu'aujourd'hui. Moins criminel économique. Les problématiques se sont complexifiées. Les problématiques se sont complexifiées. Et on a des générations qui étaient là en 91. Ceux qui ont construit le pays, les premières années des indépendances, ils étaient là. Aujourd'hui, on a poussé tout le monde à la porte. Et les nouvelles générations qui arrivent ont grandi dans un système perverti, où la valeur travail n'existe plus, où la compétence n'est pas respectée, où le goût de l'effort n'existe plus, le respect des règles de vie n'existe plus. Il faut refonder tout cela. Et en les refondant, nous espérons que nous dégagerons des pistes qui permettront de construire un Congo nouveau sur de bases saines. Alors, vous dites, Alexis m'a pu expliquer tout à l'heure, ça dépendra aussi de la manière dont le départ de Sassou se fera. Alors, prenons le cas peut-être pas le plus extrême, mais le plus probable sans doute, que ce soit l'armée qui prenne la main. Qu'est-ce que vous avez comme élément pour que ce consensus soit accepté et les termes que vous proposerez soient admis par l'armée? Admis par l'armée, enfin, on a vu le cas par exemple du Soudan où l'armée est venue, a voulu imposer une démarche et où les populations étaient assez
Et l'armée a fini par arrêter tout. Et l'armée a fini par Laisser un peu le temps oui. et puis essayer de se mettre en adéquation avec les populations. Sauf que c'est elle qui a gardé la main. Oui, mais c'est pas fini. Enfin, c'est une question de lutte. Je veux dire qu'il faudrait, comme je disais tout à l'heure, que les Congolais aussi se prennent en charge. Et se prendre en charge veut dire que il faudrait que chacun exprime, disons que son besoin, le besoin que nous avons de créer un cadre. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cadre sociétal acceptable. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans la société dans laquelle nous vivons, que le Moshi puisse être à sa place, que le Congo puisse être à sa place, que le Téké puisse être à sa place. Et cette construction-là, c'est ensemble que nous la construirons. Ce n'est pas un individu. Et une fois que, à travers la démarche que nous mettrons en place, où chacun pourra s'associer, où chacun pourra voir que ces problèmes-là, la façon de les aborder, ok, c'est une meilleure manière de mieux vivre notre société demain. Peut-être que, quand des militaires, si c'est des militaires qui prennent le pouvoir, des gens seront en capacité d'avoir des outils et aussi une démarche pour réclamer leur part de pouvoir. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien que nous rentrions dans cette démarche. Jean-Cyriac Babela. On est au départ du Sassou. Sassou est parti. On a eu, comme le disait Alexis Maïkou tout à l'heure, une concertation responsable. On décide une transition. Et j'espère qu'à l'issue de la transition, donc, il y aura une élection. Il faut bien élire quelqu'un. Quel est le devoir de celui qui va être élu vis-à-vis de ce que... Est-ce que celui qui va porter un projet n'aura pas qu'un seul? Ils seront sans doute, je ne sais pas combien. Est-ce que ces hommes ou ces femmes ont une obligation de pouvoir intégrer, tout en sachant que c'est d'abord un projet de quelqu'un pour un pays? Quels sont les moyens coercitifs que vous disposerez à ce moment-là pour que les projets de société puissent intégrer le consensus obtenu lors de cette concertation, je dirais. Je comprends votre question. Oui. Sir Makosso, elle est très, très pertinente, mais je voudrais qu'on recadre un tout petit peu. Bon, vous dites projet de société, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça, mais ce n'est pas tout à fait. C'est vraiment des bases qu'on souhaiterait poser. Moi, je veux bien commencer celui qui vient, qui veut être candidat. J'en viens. Oui, Voilà. Ce sont des bases qui vont constituer effectivement le fondement des politiques publiques de ceux qui seront élus à l'issue de la transition. D'accord. Je peux prendre un exemple, parce que je parlais comme ça de manière générale. Si dans nos réflexions, on aboutit à mettre en place un État décentralisé de la République du Congo, je ne vois pas comment celui ou ceux qui viendront après la transition vont remettre ce principe en cause. Mais au nom de quoi? Quand quelqu'un vient porter son projet, au nom de quoi doit-il prendre en compte? Alors, moi j'étais encore un peu jeune, mais un peu mature, si vous permettez. Oui. Surtout pour Alexis Maïkou, on complétera. Vous me direz, qu'est-ce que l'Issuba, par exemple, c'est la période que nous connaissons à peu près en termes de transition. Qu'est-ce que l'Issuba a intégré dans son projet que vous qui étiez à la conférence aviez mis en place en termes de consensus et qu'il a pu exécuter, ou bien il est venu avec son projet, vous faisiez une messe, c'est une chose, il était là avec vous, mais au moment où il fallait décider après l'élection que quelqu'un prenne les rênes du pays, il est venu avec son projet. Je reste un peu sur ma fin, après Alexis pourra très bien répondre sur les politiques. C'est lui qui était là à ce moment-là. Oui, Sir, vous m'avez un petit peu arraché. Non, je suis désolé. Oui, en fait, moi quand j'ai parlé de c'est un exemple que j'ai pris après, Alexis pourra ouvrir la réflexion que je vais faire. Quand j'ai parlé de la décentralisation a une valeur constitutionnelle. On ne la touche pas. Donc, parmi les mesures, certes, il y a des mesures qui n'auront pas de valeur constitutionnelle, mais la plupart de tous les changements, des fondements que nous allons poser, auront une valeur constitutionnelle. Donc, celui qui viendra, il va s'attaquer non pas aux individus, mais déjà à la Constitution. Donc, peut-être qu'il y aura une nouvelle constitution aussi. Si la oui, un pays où on est habitué. Peut-être que, mais je pense que les valeurs, la façon de chose, elle va changer. Et puis, il y a des spécialistes, des constitutionnalistes qui sauront produire un document qui ne soit pas toujours modifiable tous les 2-3. Ça va très bien le faire. Bon, voilà, une révision. Ok. Donc voilà. Donc, ce que nous proposerons, c'est vraiment
des mesures, une restructuration à valeur constitutionnelle. Donc il sera très difficile pour ceux qui viennent de marcher sur ces principes. Après, bon, voilà. Et je voudrais ajouter sur le plan politique, c'est que nous, Congolais, nous avons vécu avec une structuration à la fois réelle, administrative et parfois aussi mentale de la France. On va prendre d'autres exemples, d'autres pays par exemple. On va prendre les États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez, on ne sait pas, enfin, il faut peut-être rentrer dedans, mais leur structuration a conduit à mettre en place deux grands partis politiques, même s'il y a d'autres qui gravitent autour. Et quand arrivent les élections présidentielles ou d'autres, ce sont ces partis-là, parce que c'est le formatage de leur pays. Il n'arrivera à aucun candidat de venir dire « moi je supprime tout ça et maintenant on va faire comme ça ». Vous allez prendre l'Allemagne, vous avez là-bas des Landers, vous avez Angela Merkel qui est chef de gouvernement, mais dans chaque Länder, vous avez un président de région, vous avez du budget dans cette région-là et leur façon de fonctionner. Il n'arrivera à aucun chef de gouvernement allemand le plaisir de venir dire non, moi, ce système-là, il a disparu parce qu'il faudra passer par plusieurs processus pour faire détruire ces mécanismes-là. Donc, ce qui nous a manqué quelque part, c'est de mettre en place des mécanismes qui font que chacun soit à sa place, que le parlementaire qui arrive soit à sa place, qui n'ait pas plus de droits qu'un autre Congolais. Il a bien sûr ses obligations, mais en tant que citoyen, il est comme tous les citoyens. Il est poursuivable devant une justice et il est condamnable devant une justice. Aujourd'hui, normalement, c'est dans la Constitution congolaise. Hein, on dit pas oui, mais en fait, c'est l'impunité totale. Et la Constitution de 2015 a encore renforcé ce fait-là, par le fait que le porteur de toute la responsabilité, c'est le président de la République. Et comme il est impuni, il transmet son impunité à tous ses enfants qui sont intouchables. Ce que nous avons à inscrire de durable, nous devons réfléchir à tout ce qui doit... Une constitution, c'est quoi en fait? Lorsqu'on sort du copier-coller, une constitution sert à créer le cadre de vie ensemble, de vie harmonieuse d'une nation, d'une république. Déjà, il faut construire la nation avant de s'attaquer à l'État. Construire la nation, ça veut dire que tous les enfants du Congo doivent avoir le sentiment, la sensation, la réalité d'appartenir à une même communauté de destin. Et pour le faire, il y a des principes qui peuvent s'inscrire comme désormais obligatoires. Ce qui relève des projets de société, moi je crois que devant le sous-développement, dommage, hein, ça c'est les emprunts d'ailleurs des projets de société, des candidats. Non, la santé, l'éducation, je prends cet exemple-là par exemple, la santé, l'éducation, le monde rural sont des réalités qui peuvent bénéficier autrement du cadre réglementaire national. C'est-à-dire par exemple, il a parlé tout à l'heure avec raison de la meilleure répartition de la richesse nationale. Il peut se dégager un principe. Prenons le cas par exemple. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a dans les recettes pétrolières, il y a ce qu'on appelle la provision pour investissement diversifié. En fait, la PIB, c'est destiné, et ça fait 1% des recettes du pétrole. C'était destiné au financement des petites entreprises, de l'artisanat. Donc c'est prélevé dans les recettes par les pétroliers, les exploitants pétroliers, qui reversent 1%. Ça rapporte, selon les années, selon la production pétrolière, ça part de 3 milliards à parfois c'est arrivé à 16 milliards. Et ça c'est un bonus que les gens se mettent dans la poche. Mais on dit, bon, c'est reversé au budget du ministère du Commerce, ou je ne sais pas quel ministère, pour essayer de repartir. Mais non, un principe constitutionnel peut être que 2% des recettes de nos ressources naturelles, 2% du total des recettes naturelles sont répartis équitablement au prorata du nombre d'habitants à tous les districts de notre pays. Ça, par exemple, si c'est un principe, que tu sois élu demain ou pas, tu ne déroges pas. Tu ne déroges pas. Donc, ça, c'est pour l'égalité du développement territorial.
On ne peut pas y déroger. Donc on reste encore libre pour faire son projet, quoi. En fait. Le projet de société, en fait, c'est l'enjeu du développement. Oui, non, mais l'enjeu du développement, l'enjeu du développement, du sous-développement qui nous interpelle là, c'est que on a des règles qu'on n'applique pas, la preuve. L'impunité, on n'applique pas. Ça remet en cause beaucoup d'institutions. Nous réfléchissons sur la nature des pouvoirs de la présidence de la République. Donc, un prochain président de la République sera-t-il le tout-puissant qui gouverne tout seul, donc avec un projet de société parce qu'il espère inventer le monde, ou non? C'est les débats qui sont versés. Nous pensons que, est-ce que les députés doivent-ils seulement être les représentants des partis politiques, ou les chambres des représentants du peuple doivent avoir une composition qui prend en compte des réalités congolaises véritables? Bon, après, il faut enlever toutes les... Tu vois, Sassou Nguesso a reproduit le mono. Hein? Les commissions là, nationales de la jeunesse, tout ce qu'il a mis dans la Constitution, là, c'était, à l'époque, on appelait ça des organisations de masse. Et comme il aime vivre avec ça, ben, il a ramené les organisations de masse là. Mais aujourd'hui, est-ce que les magistrats, le pouvoir des magistrats, doivent toujours continuer à être nommés par un président de la République? Donc il y a des questions majeures qui sont posées et que la réflexion doit aller plus loin que la seule question de l'élection. Et en plus, quel type d'élection? En sachant que le tribalisme, l'ethnocentrisme a complètement aujourd'hui miné la vie politique nationale à tel point que chaque élection devient source de conflit. Que faire? On réfléchit à ça. Nous invitons tous ceux qui ont des réflexions. Mais le développement urbain, le développement rural, il y a plein de gens qui envoient des contributions. Et le but, il faut qu'on récapitule. Le but, nous combattons, nous luttons pour le départ de Sassou Nguesso, immédiatement. Et pour y arriver, on doit montrer aux Congolais qu'il y a des possibles, des changements possibles. Mais que ces changements seront des changements véritables. Non pas pour déshabiller Saint-Paul, habiller Saint-Pierre. Voilà, ce combat-là, il est psychologique. Nous voulons rassurer que le changement sans Sassou se fera avec tous les fils du pays, pour peu qu'ils prennent conscience des enjeux et qu'ils rejoignent le camp de ceux qui veulent remettre la propriété dans cette maison. C'est une machine à laver qui doit continuer son travail. On est dans le système de la machine à laver. À un moment, il y aura les sorages. D'accord. Et les sorages doivent arriver avec la transition, pour que plus jamais on ait des usurpateurs au pouvoir. Mais il faut régler des problèmes, notre démocratie est menacée. Il faut régler les problèmes. Ceux qui sont riches aujourd'hui ne peuvent pas. On ne peut pas faire la concurrence électorale avec les gens. À ce moment-là, le séchage, puisque après les sorages, Ben voilà, le séchage. Ceux qui ont les poches pleines, vous avez tout compris. Voilà, il faut une égalité des citoyens. Allez, vous voulez compléter une chose? Oui, c'était pour compléter cette histoire par rapport à projet de société. Par un exemple tout simple, vous avez par exemple ici la sécurité sociale, le budget de la sécurité sociale, vous savez qu'il est indépendant du budget de l'État, parce qu'il était sanctifié de cette manière-là. Les gens qui travaillent contribuent avec une ligne sur leur fiche de paye, et ça va à un budget spécial sécurité sociale, qui est de temps en temps compensé parce qu'il est en déficit. Quel que soit le régime, c'est le modèle. Ça ne viendra à aucun candidat de dire que non, je suis prêt. Sinon, c'est une négociation. Oui, il y a des réformes. Il y en a qui veulent le reformer, mais c'est une négociation. Parce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place qui fait que personne ne peut se lever du jour au lendemain. Moi, j'ai un projet de société. Là, non. Tout le monde avait conclu que c'est ce fait-là. Donc, il y a des réflexions qui doivent être menées pour justement assurer que ces mécanismes-là, ce qu'on appellerait peut-être la gouvernance, qu'une gouvernance soutienne le système démocratique que nous pouvons inventer tous ensemble. Voilà, inventer un système démocratique. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mes invités pour cet après-midi, Wilfried Dandou, Jean-Cyril Babela et Alexis Richard Miaiko. Messieurs, on arrive à la fin, on ne pourra pas épuiser ce sujet aujourd'hui puisqu'il y aura encore d'autres occasions. Vous avez organisé le 26 octobre dernier une table ronde donc, introductive pour à peu près présenter les grandes lignes. Il était nécessaire pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour aller un peu plus loin par rapport aux travaux qui se font actuellement. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, au sein de la diaspora, il y a pas mal d'initiatives qui viennent plus ou moins compléter, comme disait
Alexis Miayoukou, ces différents outils de travail pour le même combat. Est-ce que finalement, Alexis Miayoukou, le projet que vous portez aujourd'hui avec d'autres qui sont là aujourd'hui, est-ce que ce projet, va à un moment donné rentrer ou est-ce qu'il y aurait une synergie, plutôt une synergie avec d'autres initiatives que nous voyons aujourd'hui au sein de la diaspora? Par exemple, est-ce que vous appellerez ceux qui demandent le dialogue à leur dire écoutez les gars, laissez tomber, venez avec nous? Est-ce que vous direz ceux qui vont à l'élection présidentielle écoutez, cette élection elle n'est pas bonne, venez avec nous? Est-ce que vous direz ceux qui estiment que aller à l'élection c'est une chose, mais organiser des primaires c'en est une autre, ça permettrait d'avoir un certain consensus? Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait obtenir au sein de la diaspora ou avoir au sein de la diaspora un consensus tel que vous le reviez pour cette transition? Bon, j'avoue que votre question est pertinente. Dès lors qu'on a affiché clairement que nous n'étions ni intéressés par les gens qui nous chantent l'élection présidentielle, Oui. pour des raisons on n'a pas voulu aller au-delà, parce qu'on en a parlé. Souvenez-vous aussi, en 2014, vous avez couvert un meeting que nous avons fait dans le cadre des Assises nationales du Congo. À ce meeting-là, personnellement, en prenant la parole, j'ai indiqué que les conditions d'organisation d'une élection ne sont pas que les questions des opérations électorales. Vous avez la sécurité, vous avez la justice, parce que l'arbitre des élections, celui qui prononce les élections, c'est qui? C'est le juge administratif. Le juge. Et quand vous prenez les préfets, les sous-préfets, les maires, c'est eux qui font l'établissement de listes électorales et autres, ils participent à cela, quelle que soit la commission électorale indépendante. Donc, les épines sont là, et dans un pays qui est militarisé comme aujourd'hui, vous n'avez pas la sécurité suffisante pour sillonner librement dans tout le pays du pays. Alors, donc l'élection présidentielle, en plus... Comment rechercher le consensus? Je vais poser une question plus simple. Comment rechercher le consensus au sein de la diaspora par rapport à... En plus, quand on regarde ça, on peut argumenter, les gens peuvent se référer à vos émissions, ils comprendront. Le dialogue, là aussi, il y a des limites. On voit très bien qu'il y a des grandes limites au dialogue. La preuve, impossible de réunir les gens n'ont pas la vision commune du dialogue. Le reste, je pense que notre porte est ouverte à tous. La preuve, nous ne sommes pas une association, nous ne sommes qu'un projet avec un cercle de qualité, en train de dire, écoutez, nous sommes Congolais, alimentons ce combat. Tout ce qui a des propositions, viennent avec des propositions. On alimente le combat, et c'est à durée déterminée. Nous savons que nous avons travaillé 3 mois, parce que nous avons envie d'aller en profondeur sur les sujets, avec tous les Congolais qui le souhaitent, pour que, aux alentours de mars 2020, février-mars 2020, qu'on ait une grande conférence sur la transition dans un haut lieu qui nous permettrait d'adopter un livre blanc. Voilà notre base. Ça va servir à tout le monde. Bon, les autres choses, je vous avoue que je n'ai pas l'habitude de me disperser. Oui. Faire des trucs de diaspora et autres. Comme j'entends parler des gens qui viennent parler de l'élection à l'étranger, c'est beaucoup de problèmes que les gens ne maîtrisent pas. Bon, moi, personnellement, je ne m'en soucie pas à ce... Donc, il n'y aura pas de consensus au sein de la diaspora sur ces questions. Le vrai problème de la diaspora, c'est lequel? Je l'avais dit en 2000, et quand je le disais, je crois que je refusais de participer à certaines actions. Parce que je disais aux gens qui m'incitaient dans ces actions, je disais, je vous connais, d'ici là, vous repartirez à Brazzaville. Ils sont tous à Brazzaville. Le problème de la diaspora, ce n'est pas un problème. Chacun a ses ambitions, ses intérêts, ses motivations. Et moi, je ne rêve pas, elle est plurielle, c'est tant mieux. Le vrai problème, c'est mon BBC existe, Ziana TV existe, Edim Kayi existe. C'est tous des médias de la diaspora. Chacun avec son profil, chacun avec sa contribution. Le gars qui utilise les médias sait que pour se faire telle pub, il va là. C'est ainsi de suite comme ça. Mais le reste, ça relève vraiment de la construction de la nation. Et on n'a pas le droit d'aller dans des débats subsidiaires. Très bien. Si je puis compléter, allez-y. Ce serait peut-être pour vous l'occasion d'inviter effectivement ceux qui sont tenants de ces différentes voies, donc ceux qui ont opté pour la transition, ceux qui veulent aller aux élections, ou bien leurs représentants, et ceux qui veulent un dialogue. Donc vous pourrez certainement organiser un plateau et on verra ce qui va en découler. Très bien, c'est une très bonne proposition.
C'est une très bonne position. Donc nous essaierons d'organiser peut-être un dernier mot, Wilfried Dandou. Oui, enfin, je pense que l'essentiel a été dit à travers les dialogues ou l'élection présidentielle. Donc, nous avons vu ce que cela a produit. Hein. Donc, certains disent ou certains que la dernière élection présidentielle, par exemple, que M. Denis Sassou Nguesso s'est retrouvé avec 8%, pourtant c'est le président de la République aujourd'hui. Donc, il y a des limites aux élections telles qu'elles sont organisées, parce que justement, nous ne maîtrisons pas le cadre d'une élection propre dans lequel les candidats doivent concourir et la maîtrise aussi du processus de déclaration des vainqueurs. Donc, que d'aller dans une démarche que nous ne maîtrisons pas, nous posons le cadre ici de façon claire. Construisons ensemble un consensus où toutes ces questions seront éclairées et que demain, lorsqu'il y aura une élection présidentielle, que chacun puisse être tranquille, libre pour aller se présenter ou présenter son projet. Mais les conditions aujourd'hui ne le permettent pas, justement. Voilà, nous, au moins, on nous a permis des conditions pour bien suivre et apprécier cet échange. Encore merci Alexis Mérico. Rapidement, est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont prévus entre-temps? Si le projet est ouvert à tous, s'il y a des hommes et des femmes qui vous ont suivi, qui suivront cet échange, qui voudront en savoir un peu plus, quelle est la démarche à faire, Alexis Mérico? Voilà, notre point contact, c'est Congo Liberty, le site Congo Liberty. Et aujourd'hui, je pense associer Ziana TV de nous relayer également, si possible. Alors, nous avons 2 prochains rendez-vous programmés. Le principe, c'est que nous travaillons par thème après. On a fait une séance inaugurale pour essayer de laisser certaines idées s'exprimer et puis retenir au moins 5 à 6 piliers sur lesquels on doit construire une discussion. Le 23 novembre, il y aura la table ronde sur la thématique des institutions. Quel Congo nous voulons? Pourquoi? Quel management du pays? Toutes les questions qui touchent la structure existentielle même du pays. Et ça part aussi bien des institutions économiques, politiques. Donc, quel pouvoir nous voulons? Est-ce que nous voulons un pouvoir exécutif fort? Toutes ces questions-là, on va discuter de tout cela le 23, pendant 8 heures du temps. Et ça va se passer dans le 13e, à la maison des associations du 13e. Je crois que les gens trouveront l'adresse dans une publication prochaine à Congo Liberty. Pour y participer, c'est simple, il suffit d'aller sur Congo Liberty, de s'inscrire. S'inscrire en envoyant simplement, soit on a des contributions, on les envoie, et puis on s'inscrit, on dit que je veux participer. On ne débarque pas, en fait. On débarque, on évite que les gens débarquent, parce que nous louons des salles avec un nombre donné de places, on souhaite que les gens travaillent dans la sérénité. Oui. Le 23, ça sera pendant 8 heures. C'est un travail sur 8 heures, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. On a des experts, on a des gens, des contributions qui viennent de partout, des États-Unis. On a des contributions sur le modèle institutionnel que les gens veulent. On échange avec d'autres au Congo pour qu'ils nous disent. Donc ça sera pendant 8 heures, largement du temps pour que les gens travaillent. Le 14 décembre, ce sera sur les questions liées à la gouvernance économique, sociale et notamment aussi à la justice transitionnelle. Ces questions seront centrées le 14 décembre et là on sera à Dunkerque. On a déjà préparé tout cela. Des groupes de travail vont être présentés très prochainement sur Congo Liberty pour que les gens qui travaillent sur les finances publiques, sur toutes ces questions, sur l'agriculture, sur la paysannerie, sur nos peuples de la rue, les villes, on voit les Ngamakoso, toutes les questions qui se posent au peuple congolais aujourd'hui doivent être abordées parce que nous considérons que ceux qui pensent que Sassou Nguesso et son système sont disqualifiés et qu'il faut rapidement présenter au peuple autre chose, participent à ces 2 premiers grands groupes de réunions qui sont annoncés. Le reste viendront selon le calendrier parce qu'il y a des fêtes. Peut-être qu'au cours du mois de janvier, il y aura des réunions spécifiques sur les questions de la justice,
les questions de l'armée. D'accord. Au moins, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est deux rendez-vous, Oui. 23 novembre et 14 décembre. Donc à Paris et à Dunkerque, dans le Nord. Oui. 23 novembre, dans le 13e à la Masse. Oui. 14 décembre à Dunkerque, Dunkerque. vers la gare du Nord. Ah ben, pardon pour Ah non, ceux qui c'est- sont c'est habitués la à la rue- France. rue Nous Dunkerque, étions c'est- déjà à Dunkerque. Non, dans le c'est Nord. Paris, c'est Donc, Paris, merci. Pas c'est dans Paris. les Hauts-de-France. Donc, nous invitons ceux qui pensent qu'ils peuvent meubler leur arc pour dégager sa soupe, de nous rejoindre. Parce qu'ils vont trouver là un accompagnement argumentaire qui leur permet de mieux défendre le projet de dégager sa soupe. Voilà. Merci Alexis Miaoukou. Merci Jean-Cyriac Babela et merci Monsieur Wilfried Dondo. Merci. Merci à Merci infiniment. Merci Voilà, infiniment. mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. Donc, je recevais cet après-midi Monsieur Wilfried Dondo, Jean-Cyriac Babela et Alexis Miaoukou, avec lesquels nous avons abordé un projet qui est en train de se mettre en place ici au sein de la diaspora, intitulé Impératif d'une transition politique au Congo-Brazzaville, son SASU et son système. C'est un projet ouvert, si vous avez du temps, n'hésitez pas. Deux rendez-vous, bien sûr, le 23 novembre et le 14 décembre, bien sûr, à Paris. Toutes les informations seront disponibles sur nos supports et surtout, n'hésitez pas de nous relancer en cas de besoin. Merci à Anthony Mouyongi, merci à vous aussi d'avoir été là. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.